Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire le chapitre 5 de la guerre secrète contre les peuples de Claire Séverac intitulé Qui c'est il? Citation d'Abraham Lincoln. C'est en gardant le silence quand il devrait hurler que les hommes deviennent des lâches. Je cite. Dans The Great Culling, Élimination des sujets malsains d'un troupeau, le nouveau film de Paul Wittenberger, coproducteur de What in the World Are They Spraying? L'ex-sénatrice Karen Johnson dit, je cite: «Je pense qu'il y a des entités dans ce monde qui veulent le contrôle, qui voudraient avoir moins de population à gérer, qui œuvrent depuis des années dans ce sens, même si cela n'apparaît au grand jour que maintenant. On les désigne communément par le nom d'Illuminati. Une élite dans l'élite. D'après David Icke, il s'agit là il s'agit d'à peine 13 grandes familles de banquiers ou de la noblesse que l'on retrouve dans toutes les cellules du pouvoir, l'extrême sommet de la pyramide. Les noms qui reviennent régulièrement sont Rothschild, Vanderbilt, Carnegie, Mellon, Warburg, Windsor de la couronne d'Angleterre, le prince Bernard et la famille royale des Pays-Bas, Rockefeller également, cofondateur des sociétés secrètes Bilderberg, CFR et Trilatéral, les Bush, Henry Kissinger, Dick Cheney, Alan Greenspan, Zbigniew Brzezinski, tous les présidents américains. On dit qu'Hitler en faisait partie et que Bill Gates en ferait partie. C'est le groupe Bilderberg qui pilote le vaisseau Illuminati à travers ses cercles concentriques. Autour du petit noyau des maîtres du monde de l'Advisory Committee, ou comité consultatif, qui est le véritable gouvernement mondial, gravite le Steering Committee, ou comité de direction. Puis un cercle extérieur comportant des affiliés et des invités, journalistes, stars du showbiz, politiciens, patrons d'industrie sur lesquels on compte pour mettre en place la politique décidée. C'est cette oligarchie qui choisit les personnages clés des instances internationales, les représentants soumis de ce qu'il reste des nations européennes. Herman Van Rompuy, par exemple, adoubé président de l'Europe, les derniers présidents français dont parle si justement Soral, Alain Juppé, invité de la réunion 2015, ce qui semble indiquer qu'on l'envisage, et qui dirige en sous-main la CIA, le FBI, la Banque mondiale, l'ONU, l'OMS, l'OMC, le Forum économique mondial, la NSA, ce qui explique que nous votions pour la droite ou pour la gauche, si nous élisons un candidat mondialiste, la politique appliquée est toujours la même, celle décidée là-haut, celle qui sert leurs intérêts, pas les nôtres. Sachant que plus d'un pays emprunte des sommes colossales qu'il n'est pas en mesure de rembourser, plus il devient leur otage. On ne le met pas en banqueroute, on le met en demeure de servir ce pouvoir. La preuve, pour que les pays continuent à s'endetter, les banksters prêtent même à des taux négatifs ces derniers temps. On dit qu'il serait la continuité de l'ordre des Illuminés de Bavière, créé en 1776 par un ancien jésuite, Adam Weishaupt, dont le projet était déjà la domination mondiale. Ils auraient dans ce but initié la plupart des événements majeurs de l'histoire contemporaine, dont la Révolution française, la création de la Réserve fédérale, d'ailleurs toujours contrôlée par les familles qui l'ont fondée. Depuis la création du groupe Bilderberg en 1954, rien ne filtre de ce qui se décide dans ces réunions annuelles ultra secrètes, ultra sécurisées, et puis l'on voit surgir des lois, des alliances, des guerres, des blocs comme l'Union européenne, la North American Union, l'Union africaine, sans que les populations n'aient jamais été consultées, sans que la presse commande ce que nous devons ignorer, que les mêmes personnes sont derrière tous ces événements, par exemple, ou que ces blocs sont prêts à être assemblés sous un gouvernement mondial. Comme le déclarait Paul Warburg, nous aurons un gouvernement mondial, que cela nous plaise ou non. La seule question est de savoir si nous y arriverons par la conquête ou par le consentement. Il est vrai que pour eux, les peuples ne sont qu'une masse ignorante et stupide qui n'a pas son mot à dire, et le monde doit donc être gouverné par une élite éclairée. À cet effet, leur étau se resserre sur nous dans tous les domaines, comme on vient de le voir au fil de ces pages. Le mensonge et la censure de nos gouvernances vont galopant, et il devient donc urgent de voir comment ils avancent leurs pions en politique, en économie, en géopolitique, et ce depuis des décennies. D'avoir une vision globale pour comprendre que tous les saccages de la planète et des populations ne sont pas une succession de funestes hasards, mais une machination globale, un plan dans le plan où toutes les attaques convergent vers le contrôle absolu de l'humanité. Certaines lectures sont à ce propos incontournables, comme Comprendre l'Empire de Soral, Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine de Carol Quigley, ainsi que les ouvrages de Pierre Hillard, dont le dernier Chronique du mondialisme, dans lequel il résume justement les liens entre ces élites et le nazisme. Je cite: c'est le prince Bernard des Pays-Bas, grand-père du roi Willem-Alexander, qui fut le premier dirigeant du Bilderberg. Bernard fut l'un des membres actifs de l'empire IG Farben, complexe pétrochimique, qui dans les années 20 comptait au sein de son comité de surveillance le grand banquier Max Warburg, financier de la Pan-Europe. Son frère Paul Warburg est le fondateur de la Fed, Réserve fédérale américaine, le premier président du CFR, mais aussi membre de la branche américaine d'IJ Farben. C'est cet empire industriel qui joua un rôle décisif dans l'arrivée d'Hitler au pouvoir, puis par la suite dans la guerre. Comme l'a dit le sénateur américain Homer Truett Bonne le 4 juin 1943, je cite:
Farben était Hitler et Hitler était Farben. C'est donc dans ce milieu glauque que le prince Bernard pataugeait. Précisons qu'il fut pendant 18 mois membre de la SS Schutzstaffel, pardon, comme l'a expliqué l'extraordinaire historien Anthony Sutton. Complétons le CV du personnage en rappelant qu'il fut le premier président du Wildlife Fund, le WWF, institut promouvant dans sa finalité le panthéisme, fondé par Julian Huxley, premier président de l'UNESCO et eugéniste, frère de sang et d'esprit d'Aldous Huxley, auteur du livre Le meilleur des mondes en 1931, véritable évangile du mondialisme largement mis en pratique depuis la chute du mur de Berlin. Rien d'étonnant donc à ce que la fin de la Seconde Guerre mondiale, tout ce monde, une fois les formalités de Nuremberg expédiées, se retrouve en famille au Nouveau Monde. Quelles sont leurs intentions? Plus de 1500 scientifiques allemands ayant travaillé avec les nazis ont été graciés et récupérés par les États-Unis. On leur a donné de nouveaux papiers d'identité, des salaires plus que confortables, des budgets et des laboratoires pour continuer leurs recherches pour le compte du gouvernement américain. Il y avait des spécialistes dans tous les domaines sensibles, aéronautique, nucléaire, missiles, bombes et ceux de sinistre réputation ayant travaillé sur les armes chimiques, biologiques et des expériences sur les humains dans les camps. C'était l'opération Paperclip, le point de départ de tous nos cauchemars, du contrôle mental, des virus, des drogues. Quelques fous. Tout ce que l'on est en droit de craindre actuellement. Quelques fous de puissance ne peuvent pas contrôler physiquement des milliards d'êtres humains, mais cela est possible par le contrôle mental s'ils manipulent la façon dont on pense, la façon dont on se sent, dont on va se comporter. Ce n'est pas seulement de Manchurian Candidate, le robot programmé pour tuer, c'est tout un tas d'approches sophistiquées. Chaque fois que vous lisez une histoire dans la presse qui est biaisée pour vous faire voir le monde, une personne ou un événement d'une certaine façon et que vous acceptez cette version comme la vérité, vous êtes sous contrôle mental. Chaque fois que vous voyez une pub qui vous persuade d'acheter quelque chose que vous ne vouliez pas, vous êtes sous contrôle mental. Ce sont juste des techniques différentes pour nous faire réagir économiquement, politiquement, comme cette clique l'a décidé. Et la question n'est plus de savoir combien de personnes sont sous contrôle mental dans le monde, mais bien comment se fait-il qu'il y en ait si peu qu'il ne le soit pas. Le Centre du contrôle mental mondial est l'Institut Tavistock des relations humaines, notez l'humour, fondé par le général John Rawlings Rees et dépendant du département militaire britannique de la guerre psychologique. Il allait devenir la plus grande institution de lavage de cerveau de la planète en coordination avec Stanford aux États-Unis, et l'on commence à savoir pas mal de choses sur le sujet grâce au Dr John Coleman, aux enquêtes de Lyndon LaRouche, alias Lynn Marcus, de Daniel Estulin, au livre The Biggest Secret et de David Icke, et dernièrement celui de Maurice Gendre et Thibaut Philippe. C'est d'abord une clinique financée par Rothschild et la famille royale anglaise qui devient un institut en 1947 après l'apport des fonds de Rockefeller et le laboratoire le plus sophistiqué de la guerre psychologique et des méthodes de manipulation de masse. Capable d'amener des tranches entières de population à croire à une fausse réalité, de créer un rassemblement national en jouant sur l'émotionnel, comme Je suis Charlie, d'organiser des campagnes pour influencer les gens en leur laissant croire que ce sont eux qui décident, mai 68, l'entrée des Américains dans la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Irak avec les fausses armes chimiques de Saddam Hussein, la révolution sexuelle et la vulgarisation du rapport Kinsey, lui aussi financé par la Fondation Rockefeller, qui, en affirmant que les bébés ont des orgasmes comme les adultes, devrait légitimer les pratiques les plus dépravées de ces élites, la vulgarisation de la drogue joyeuse par les Beatles, un groupe de musiciens adulés de la jeunesse. Tous ces gens dans les rues qui nous arrêtent avec un bloc-notes et disent effectuer des sondages d'opinion pour savoir ce que nous préférons et qui nous demandent notre avis sur différents sujets, ce n'est pas pour en tenir compte, mais pour renseigner les élites, savoir si telle manipulation a bien pris ou ce qu'il faudrait faire de plus pour que davantage de gens se conforment à leurs souhaits du moment. Comme par hasard, l'Institut Tavistock se spécialise aujourd'hui dans la relation des couples et a pris le nom de Tavistock Center for Couple Relationships. En 1932, c'est Kurt Lewin qui en prit la direction. Lui qui a décidé les bombardements des quartiers ouvriers en Allemagne, culminant dans la terreur du bombardement de la ville de Dresde, lors duquel ont été massacrés plus de 125 000 êtres humains, principalement des personnes âgées, des femmes et des enfants, pour saper le moral des travailleurs allemands, évitant les usines et fabriques de munitions ainsi que les voies ferrées menant à Auschwitz, déjà pour préserver les intérêts des banquiers et des cartels mondialistes qui ne voyaient aucun mal à travailler autant avec les Alliés qu'avec les nazis. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, plus d'une centaine de chercheurs ont travaillé sous la direction de Kurt Lewin, usant et abusant des méthodes adoptées par Reinhard Heydrich, patron de l'ASS. Après la guerre, il a continué à mener d'innombrables expériences plus révoltantes les unes que les autres, en particulier pour trouver le point de rupture d'un être mis dans un état de souffrance innommable, déterminé quand il craque pour détruire toute résistance dans l'individu, car c'est à partir de là qu'on peut le conditionner et le mettre à la merci du nouvel ordre mondial. Pendant ce temps, le science
Policy Research Unit, le SPRU, étudiait les chocs du futur, nom donné à cette application de la psychologie destinée à manipuler des groupes de gens en les confrontant à des événements choquants et des changements de situation rapides et inattendus afin de provoquer la panique et l'insécurité. Dans cet état, les gens deviennent incapables de prendre une décision et sont donc manipulables à souhait. Il faut croire que cela fonctionne car l'histoire se répète sans que la majorité des individus réagissent, pas plus sur la mise en scène de l'attaque sur les tours du World Trade Center que sur celle de Pearl Harbor, à l'époque où la présence de chemtrails dans nos ciels et les mensonges quotidiens de nos présidents. En 1940, Rees annonçait comme objectif de la psychiatrie, je cite, nous devons nous infiltrer dans chaque activité éducative de la vie nationale. Nous avons lancé une offensive très fructueuse dans bon nombre de professions. Les deux les plus faciles sont naturellement l'enseignement et l'Église. Les deux les plus difficiles sont la justice et la médecine. 75 ans plus tard, on peut dire qu'ils ont réussi et l'on assiste à un contrôle de plus en plus sévère de la pensée individuelle et des comportements collectifs dans le but d'imposer la pensée unique, le seul politiquement correct qui nous est aboyé et martelé sur les chaînes de télévision par Manmelo, le guide suprême, glissé subrepticement dans le système d'éducation et rabâché méthodiquement par les médias à la solde du pouvoir. La menace insupportable pour le nouvel ordre mondial étant sans aucun doute le moindre soupçon d'identité, le plus petit souffle d'indépendance et tous ses valets s'emploient à les éradiquer. Il faut tout détruire. La famille, l'identité, le sexe, l'éducation, le libre arbitre, l'intelligence. Ce sont les programmes de destruction, déconstruction de l'humain, dont le premier volet est l'ingénierie sociale ou la modification planifiée du comportement décrite par Lucien Cerise dans son livre Gouverné par le chaos, ingénierie sociale et mondialisation. Il s'agit d'objectiver le comportement d'un sujet, qu'il soit individuel ou collectif. Il y a donc déjà un effet de chosification du vivant. Le problème, c'est que ça marche. Il est donc important de prendre conscience de ces manipulations. Ce sont des techniques du contrôle social et du psychisme. On est au-delà du conditionnement pavlovien, du répété, explique Cerise. Ça joue sur le chantage affectif, sur la culpabilisation, sur la crédulité. Le Big Brother d'aujourd'hui est infiniment plus subtil que celui d'hier. En effet, à la place d'une dictature qui écrase et maintient sous son joug, maintenant les populations sont étudiées comme des rats de laboratoire et les techniques sont devenues scientifiques. On pirate les cerveaux comme on pirate les ordinateurs, mais c'est démocratie compatible puisque cela ne se voit pas. L'autre déconstruction, encore plus grave que l'oligarchie nous impose, est celle de la famille et de la parenté. Vous n'avez pas trouvé bizarre qu'au même moment, dans un monde en pleine déroute, subitement, la priorité de tous les gouvernements soit le mariage gay? Lucien Cerise dit que l'anthropologue Maurice Godelier a tout avoué sans s'en rendre compte. En effet, dans ses écrits, Métamorphose de la parenté, ce monsieur affirme que la famille et la parenté ne sont pas le fondement de la société, mais les rapports politiques et religieux. Et pour ne pas s'arrêter en si bon chemin, il assure aussi que la GPA, le mariage homosexuel et l'homoparentalité nous ouvrent à un relativisme qui est un progrès. Il est vrai que, que pour tous ces malades, la nature est has-been, mais depuis qu'il gère la planète, qu'ont-ils apporté à l'humanité d'autre que la destruction dans tous les domaines de la vie? Lucien Cerise rappelle que toute société humaine est fondée sur une parentèle, c'est ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe, c'est-à-dire tout ce qui se transmet d'une génération à l'autre selon un schéma hétéronormatif. Je cite, c'est évident ce qu'ils doivent détruire en premier chez les humains pour les fragiliser en attaquant l'Oedipe, c'est-à-dire en répandant l'idéologie de confusion des genres, en déconstruisant ce système identitaire à quatre places, masculin, féminin et parent-enfant. Le but est d'en finir avec les identités quelles qu'elles soient et lorsqu'on en attaque la matrice de toute identité possible, c'est-à-dire l'Oedipe, on attaque le cœur de l'identité humaine, la constante anthropologique. Le résultat de cette politique a déjà des effets désastreux et contrairement aux thèses de Maurice Godelier, au fur et à mesure que l'on déconstruit les systèmes de parenté, les sociétés s'effondrent toutes seules. Il faut être aveugle pour ne pas voir ce qui se passe dans nos villes, dans nos écoles, ou posséder comme les éminents philosophes, sociologues, ministres en service commandé, chargés d'achever le travail en fabriquant volontairement des illettrés à la chaîne. Mieux vaut que les futurs citoyens ne sachent pas trop lire ou ne comprennent rien à ce qu'ils disent, et en s'inspirant sans doute des idées énoncées par Daniel Cohn-Bendit en 1975 dans Le Grand Bazar, ce que l'Express appelait en 2001 la complaisance de l'époque pour les excès de langage et parfois d'actes des militants de la libération sexuelle, mais qui décrivait clairement un appétit et des déviances de pédophiles. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, c'est paraît-il assez répandu. Raison de plus pour que les soldats Payon, Hollande et Vallaud-Belkacem aient une obligation de résultat à imposer la théorie du genre, haute grande priorité de ce gouvernement. Depuis des décennies que l'on nous montre du doigt les régimes totalitaires du XXe siècle, URSS, Chine, Troisième Reich, pour leur non-respect des droits de l'homme, on pouvait penser naïvement que nous étions à l'abri en France. Eh bien non, les ordres venus d'en haut exigent pire. En regardant dans les petites culottes et les slips des enfants, que les imaginaires et les représentations des élèves s'accordent avec le petit tuyau ou la fente qu'ils ont entre les cuisses, ils s'approprient l'intimité des élèves, ils font ce que ils, ils font, ils leur font ce que chaque élève a d'unique ou de singulier, ils se mêlent de leur sexualité.
Peuvent-ils encore aller plus loin? Lucien Cerise le pense et je partage ses inquiétudes. Je cite, une fois qu'on a liquidé l'humain, la prochaine étape est qu'on peut commencer à le combiner avec d'autres espèces animales ou végétales, combiner du vivant et du mort. Les défilés de zombies ne sont pas dus au hasard. Le but, c'est d'accoutumer les populations à l'idée qu'on n'est pas vraiment en vie, une fabrique du consentement à la mort, une société de l'indistinction qui se met en place, sauf pour ceux qui pilotent le système qui, eux, resteront préservés de tout ça. Il faut dire que ces élites ne nous dévoilent pas spontanément ce qu'elles sont en train de faire pour pouvoir nous manipuler, mais un peu comme lorsqu'on vit avec un pervers narcissique, on devrait écouter davantage ce que ces gens-là disent, lire les documents qu'ils s'échangent entre eux pour comprendre leurs intentions à notre égard. Silent Weapons for Quiet Wars, que j'ai déjà cité plusieurs fois ici et qui serait l'une des feuilles de route issues d'une réunion du groupe Bilderberg concernant leur politique économique comporte des perles à notre égard. Les armes silencieuses pour des guerres silencieuses. Étant donné que le public en général ne se restreindra pas, il n'y a que deux alternatives pour réduire l'inductance de ce système. Petit 1, laisser la populace s'entretuer dans des guerres, ce qui résultera seulement en une totale destruction de la Terre. Petit 2, prendre le contrôle du monde par l'usage d'armes économiques silencieuses sous la forme d'une guerre tranquille et réduire l'inductance du monde à un niveau sûr via un processus d'un esclavage bienveillant et de génocide. Le secret absolu sur les armes silencieuses est nécessaire. Le public général refusera d'améliorer sa mentalité et sa foi dans l'être humain. Il est devenu une horde de barbares qui prolifèrent un furoncle à la face de l'humanité. Que c'est gentil. Ou bien, je cite, afin de parvenir à une économie totalement prévisible, les éléments des classes inférieures de la société doivent être amenés à un contrôle total, c'est-à-dire doivent être mis à la rue, placés sous un joug et assignés à un devoir social à long terme depuis le plus jeune âge, avant qu'ils aient l'occasion de se poser des questions sur la propriété de la matière. Afin de parvenir à une telle conformité, la cellule familiale des classes inférieures doit être désintégrée au moyen d'un processus d'augmentation des préoccupations des parents. Ça ne figure pas dans leurs programmes électoraux, c'est bizarre, non? Un autre document de la NASA intitulé Future Strategic Issues, Future Warfare de circa de 2025 ou de 2015, écrit en 2001 par Denis M. Bushnell, scientifique en chef au centre de recherche Langley de la NASA, compile à peu près tout ce que je décris dans ce livre, de la connexion du cerveau humain à des puces en silicone, au développement de substances pathogènes génétiquement modifiées qui déjoueront nos systèmes de détection et de défense immunitaire, et flirtent aussi très souvent à la frontière de l'eugénisme à cause des limites critiques grandissantes des humains qui sont trop gros, trop lourds, trop tendres et trop lents, qui nécessitent un entraînement logistique important alors qu'ils ont rapidement une valeur ajoutée décroissante jusqu'au négatif. Dans un tableau sur les âges technologiques de l'humanité, on voit aussi chronologiquement les groupes de chasseurs, l'agriculture, l'industrie de 1800 à 1950, les innovations technologiques, nano, puces, robots de 1950 à 2020, bio, nano, 2020, le virtuel. C'est donc bien ce qu'il prévoit, puisque ce document précise être basé sur les futurs travaux avec et pour la NASA, la CIA, la DARPA, l'US Air Force, le FBI, le National Research Council et d'autres cellules officielles du pouvoir américain. Le docteur John Coleman a été l'un des premiers à lever le voile sur cette oligarchie qui ne connaît aucune frontière nationale, est au-dessus des lois de tous les pays et contrôle tous les aspects de la politique, du commerce, des religions, des industries, des banques, des assurances et même le commerce de la drogue. Dans son livre Conspirators Hierarchy, The Committee of 300, la hiérarchie des conspirateurs, le comité des 300, responsable devant personne d'autre que ses membres, il montre comment il tire les ficelles de tous les grands événements planétaires, manipule les affaires du monde entier et pourquoi, jusqu'à nos jours, si peu de gens ont été au courant de son existence pendant qu'ils poursuivent leur but de domination mondiale. Pourtant, les signes de leur puissance sont partout. Quand les élites nous narguent. Les dollars cachent des images secrètes. Nombreux sont ceux qui savent maintenant que le billet d'1 dollar est truffé de symboles occultes. La pyramide avec l'œil qui voit tout, qui symboliserait l'œil des élites éclairées au-dessus de la masse des briques du socle. La chouette minuscule cachée sur le côté droit en haut du billet, symbole des illuminés, mais aussi du Bohemians Club. On peut voir aussi l'inscription 1776, écrite en chiffres romains, sur la base de la pyramide. Coïncidence, c'est celle de la fondation de l'Ordre des Illuminés de Bavière le 1er mai, mais aussi de la déclaration d'indépendance des États-Unis le 4 juillet suivant. Les deux mentions en latin sont-elles très significatives? Novus Ordo Seclorum, qui signifie Nouvel Ordre pour les siècles, assez proche du Nouvel Ordre mondial, et Annuit Cuptis se traduit par Notre projet sera couronné de succès. Le billet de 20 $ est encore plus étrange. En le pliant d'une certaine façon, on voit ce qui ressemble fortement au tour du World Trade Center en feu. Or, cette série de billets a commencé à être mise en circulation en 1996. Et une fois le billet retourné, on peut voir aussi un bâtiment semblable à celui du Pentagone en feu lui aussi. Il y aurait en plus une sorte de chronologie.
Lorsqu'ils sont pliés de la même façon, on voit sur le billet de 5 $ une tour avec l'antenne intacte. Sur celui de 10 $, on aperçoit une tour en feu. Sur celui de 50 $, les deux tours sont en train de s'effondrer. Et sur celui de 100 $, plus rien qu'une colonne de fumée. Hasard ou prémonition? Dans Matrix, le film culte de 1999, qui traite justement d'un futur où la réalité perçue par la plupart des humains est une réalité simulée appelée Matrice, le passeport de Neo expire le 11 septembre 2001. L'aéroport de Denver, dont la construction se terminait en 1995, après plus de 3 milliards de dollars de dépassement de budget venant d'intérêts privés, chose que l'on sait uniquement grâce à la plaque apposée dans le terminal, financée par The New World Airport Commission, la commission d'aéroports du Nouveau Monde, dont personne n'a pu prouver l'existence. Mais le mystère réside surtout dans la présence de peintures murales décrivant la fin du monde, le seigneur de la mort tuant la colombe de la paix, un masque à gaz cachant son visage dans une potentielle guerre biologique, des enfants qui pleurent devant 3 cercueils ouverts et des espèces animales en voie d'extinction, une figure démoniaque qui sort d'une valise en rampant, en guise de bienvenue, des symboles à une dédicace maçonnique et un cheval Mustang de plus de 10 mètres de haut aux yeux rouges fulgurants, ainsi que d'autres fresques qui semblent annoncer le retour de la paix après toutes ces destructions. La dédicace sur la pierre dit aussi qu'elle recouvre une capsule contenant des messages pour les habitants du Colorado en 2094. And the winner is 777777. Christine Lagarde. Sans vouloir voir le mal partout, la scène est quand même hallucinante. Le 15 janvier 2014, la directrice du FMI a en effet fait une déclaration incroyable au National Press Club, après avoir souhaité une bonne année aux participants. Elle précise vouloir parler numérologie, plus particulièrement du 7 magique, invitant l'auditoire à compresser aussi les chiffres. 2014, vous laissez tomber le 0. 2 plus 1 plus 4 égale 7. Ce sera le 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale. Le 70e anniversaire de la conférence de Bretton Woods, laissez tomber le 0. Le 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin, 2 plus 5 égale 7, et les 7 années de la crise économique actuelle. Était-ce un message occulte entre copains du nouvel ordre mondial? La caste dirigeante se livre-t-elle, comme beaucoup le soupçonnent, à de sordides calculs numérologiques pour faire aboutir ses plans? Il reste une autre énigme, et elle est de taille, les Georgia Guidestones, appelés aussi le Stone Age américain. C'est un monument en granit érigé le 22 mars 1980 aux États-Unis, près d'Elberton en Géorgie, commandé par un homme s'étant présenté sous le nom de R.C. Christian. Il a été construit par la firme Elberton Granite Finishing Company. Le banquier qui s'est occupé de la transaction a dû signer une clause de confidentialité et a reçu l'argent et les documents relatifs à ces transactions de diverses banques et villes des États-Unis afin que les commanditaires ne soient jamais localisés, identifiés ou divulgués. C'est un ensemble de 6 blocs de granit de 5,87 m de haut pour un poids total de 107 000 kg 840, sur lesquels sont gravés 10 commandements en 8 langues modernes différentes: l'anglais, l'arabe, le chinois, le mandarin, l'espagnol, le castillan, l'hébreu, l'hindi, le russe et le swahili. Et sur la pierre du haut, une courte inscription en 4 langues anciennes: babylonien, grec ancien, sanskrit et hiéroglyphe égyptien. La plaque sur le sol donne des explications avec des références astronomiques et indique la présence d'une capsule temporelle enterrée 2 mètres en dessous à ouvrir sans préciser de date. Ces 10 commandements, censés nous guider vers un âge de raison et aider les survivants d'une probable apocalypse à reconstituer une meilleure civilisation, sont, premièrement, maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'individus, en perpétuel équilibre avec la nature. Il y avait à l'époque 4,5 milliards d'humains sur la planète, ce qui voulait dire que 8 sur 9 devaient disparaître. Aujourd'hui, ce serait environ 12 sur 13. 2. Guider la reproduction avec sagesse, en améliorant l'aptitude et la diversité. 3. Unifier l'humanité avec une nouvelle langue vivante. Certaines craignent le livre des révélations qui prévenait qu'une langue commune et un gouvernement mondial verraient l'accomplissement de l'Antéchrist. 4. Gouverner la passion, la foi, la tradition et toutes les autres choses qui divisent par l'usage et la raison de la modération. 5. Protéger le peuple et les nations par des lois équitables et des tribunaux justes. 6. Laisser toutes les nations gérer les problèmes internes et régler les conflits internationaux devant un tribunal mondial. 7. Éviter les lois insignifiantes et les fonctionnaires inutiles. 8. Contrebalancer les droits personnels par les devoirs sociaux. 9. Privilégier la vérité, la beauté, l'amour et chercher l'harmonie avec l'infini. 10. Ne sois pas un cancer sur la terre. Laisse de la place à la nature, laisse de la place à la nature. Il est évident que ces commandements vont dans le sens du nouvel ordre mondial, comme la réduction massive des populations, le contrôle de la reproduction, un gouvernement mondial unique, la raison froide qui doit prendre le pas sur toute individualité, sur notre héritage. En fait, sous le vernis écaillé de la démocratie, c'est bien une dictature mondiale absolue qui est en train de se mettre en place, où une hyperclasse fasciste dominera les hordes de pauvres exécutants et où, dissimulés pour l'instant,
Derrière des déclarations d'intention humaniste ou des prétextes bidons, tout est mis en œuvre pour atteindre ce but en repérant, écartant et supprimant tous les dissidents jusqu'à extinction de la race. Ce que nous voulons ne compte plus. Ce qui compte, c'est leur propre agenda, nous avertissait Aaron Russo dans son documentaire America, Freedom to Fascism, peu avant sa mort dans une interview pour Alex Jones. Ils ont les machines à billets, ce n'est pas une question d'argent, ils ont tout l'argent qu'ils veulent, c'est une histoire de pouvoir et de leur vision du monde. Je voudrais encore vous faire partager deux visions du monde. D'abord, celle de George Carlin, mort en 2008 à 71 ans. Je cite: il y a une raison qui fait que l'éducation pue et c'est aussi pour cette raison que ce problème ne sera jamais réglé. Cela ne s'améliorera jamais parce que les propriétaires de ce pays ne le souhaitent pas. Je parle des vrais propriétaires. Les gros, les riches, les gros hommes d'affaires très riches et très gras qui contrôlent les choses et prennent toutes les décisions importantes. Oubliez les politiciens, ils ne servent à rien. Les politiciens sont mis là pour vous donner l'impression que vous avez la liberté de choisir. C'est faux. Vous n'avez pas le choix. Vous avez des propriétaires, ils vous possèdent, ils possèdent tout. Ils possèdent toutes les terres, ils possèdent toutes les compagnies qui paient le Sénat, le Congrès, la police et ils ont les juges dans leur poche. Et ils possèdent tous les médias d'information, toutes les compagnies médiatiques. Ils contrôlent donc toutes les informations qui vous ont données, qui vous sont données. Ils vous tiennent par les couilles. Ils dépensent des milliards de dollars chaque année en lobbying pour obtenir ce qu'ils veulent. Nous savons ce qu'ils veulent. Ils veulent plus pour eux et moins pour tous les autres. Mais je vais vous dire ce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas d'une population de gens bien informés pourvus de tout sens critique. C'est contre leurs intérêts. Et vous savez quoi? Ils ne veulent pas de gens autour de la table qui se rendent compte à quel point ils se font baiser par un système qui a rendu l'âme il y a 30 ans. Vous savez ce qu'ils veulent? Des travailleurs obéissants. Des gens qui font marcher des machines et acceptent passivement ces boulots de plus en plus chiants avec des salaires plus bas, plus d'heures de travail et des retraites qui disparaissent. Maintenant, ils veulent l'argent de votre sécurité sociale et l'argent de votre future retraite. Ils veulent le récupérer. Et pour le donner à leurs amis criminels de Wall Street. Et ils l'auront parce qu'ils possèdent tout. C'est un grand club et vous n'en faites pas partie. Vous et moi, nous ne sommes pas membres du grand club. C'est le même club qui vous hologramme toute la journée avec leurs médias, qui vous disent qui il faut croire et ce qu'il faut croire, ce qu'il faut penser et ce qu'il faut acheter. Les dés sont pipés, les amis. La partie est truquée et personne n'a l'air de le remarquer. De bons proprios pour des gens qui continuent à travailler dur, les gens ruinés continuent à élire ces riches fils de pute qui n'en ont rien à foutre d'eux. Ils s'en foutent de vous, ils s'en tapent de vous, ils s'en branlent complètement. L'autre vision du monde que je veux vous faire partager est celle de Severn Kulis-Suzuki au sommet de la Terre en 92. Je cite: je m'exprime au nom de l'ECO, l'Environmental Children's Organization, un groupe d'enfants âgés de 12 à 13 ans qui tentent de se faire entendre, Vanessa Sutty, Morgan Gessler, Michel Quigg et moi. Nous avons trouvé l'argent nous-mêmes pour parcourir 5000 miles afin de vous dire que vous devez changer. En venant ici aujourd'hui, je n'ai pas à cacher mes objectifs, je me bats pour mon avenir. Perdre son avenir n'est pas comme perdre une élection ou quelques points en bourse. Je suis ici pour parler au nom de toutes les générations à venir. Je suis ici pour parler au nom des enfants affamés du monde entier dont les cris ne sont pas entendus. Je suis ici pour parler au nom des innombrables animaux qui meurent sur cette planète car ils n'ont nulle part d'autre où aller. J'ai peur de m'exposer au soleil à cause des trous dans la couche d'ozone. J'ai peur de respirer l'air parce que je ne sais pas quel produit chimique il contient. J'avais l'habitude d'aller pêcher à Vancouver, ma ville natale, avec mon père, jusqu'à ce qu'on y trouve, il y a quelques années, un poisson criblé de cancer. Et maintenant, nous entendons parler d'animaux et de plantes qui disparaissent chaque jour, perdus à jamais. Dans ma vie, j'ai rêvé de voir de grands troupeaux d'animaux sauvages, des jungles et des forêts tropicales remplies d'oiseaux et de papillons, mais maintenant je me demande si tout cela existera encore pour que mes enfants puissent le voir. Vous préoccupiez-vous de ces choses lorsque vous aviez mon âge? Tout cela se déroule sous nos yeux, et pourtant nous agissons comme si nous avions tout le temps que nous voulions et toutes les solutions. Je suis seulement un enfant, une enfant, et je n'ai pas toutes les solutions, mais je veux que vous réalisiez que vous non plus. Vous ne savez pas comment réparer les trous dans notre couche d'ozone, vous ne savez pas comment faire revenir le saumon dans nos eaux polluées, vous ne savez pas comment ramener un animal dont l'espèce est éteinte, et vous ne pouvez pas ramener les forêts dans des zones qui sont devenues des déserts. Si vous ne savez pas comment réparer les dégâts, s'il vous plaît, arrêtez de casser. Ici, vous êtes des délégués de vos gouvernements, hommes d'affaires, journalistes ou hommes politiques. Mais en réalité, vous êtes des mères et des pères, des sœurs et des frères, des tantes et des oncles, et chacun de vous est l'enfant de quelqu'un. Je suis seulement une enfant et pourtant je sais que nous faisons partie d'une famille forte de 5 milliards de membres, en fait forte de 30 millions d'espèces. Les frontières et les gouvernements ne changeront jamais cela. Je suis seulement une enfant et pourtant je sais que nous sommes tous concernés par le même problème et que nous devrions agir comme un seul et même monde, tendu vers un objectif unique. Je suis seulement une enfant mais je sais que si tout l'argent dépensé pour la guerre était consacré à trouver des solutions environnementales et à lutter contre la pauvreté et les maladies, ce monde serait merveilleux. À l'école, même à la maternelle, vous nous apprenez à nous comporter dans ce monde. Vous nous apprenez à ne pas nous battre, à travailler dur, à respecter les autres, à faire notre lit, à nettoyer derrière nous, à ne pas blesser d'autres créatures, à partager, à ne pas être gourmand. Alors pourquoi faites-vous tout ce que vous nous dites de ne pas faire? N'oubliez pas pourquoi vous assistez à ces conférences, pour qui vous le faites. Nous sommes vos propres enfants. Vous décidez dans quel monde nous allons grandir.
Les parents devraient être en mesure de rassurer leur enfant en disant: «Tout va bien se passer, ce n'est pas la fin du monde et nous faisons de notre mieux». Mais je ne pense pas que vous puissiez encore nous dire cela. Sommes-nous seulement sur la liste de vos priorités? Mon père dit toujours: «Tu es ce que tu fais, pas ce que tu dis». Eh bien, ce que vous faites me fait pleurer la nuit. Mais continuez de nous dire que vous nous aimez. Mais je vous mets au défi, s'il vous plaît, faites que vos actions reflètent vos paroles. Merci. La jeune fille témoignera plus tard de ce qui s'est passé. Pendant 6 minutes, c'est mon cœur qui s'exprime, s'ensuit un long silence. Et puis le bruit assourdissant des fauteuils qui claquent. La salle entière se lève pour applaudir, certains pleurent. En coulisses, quelqu'un que je ne connaissais pas s'approche de moi. Votre discours est le meilleur que j'ai entendu ici à Rio. Plus tard, j'ai su qu'il s'appelait Al Gore. Rien n'a changé, rien ne changera, sauf si nous le voulons tous. Je vous remercie.